Donc, le thème sur la poursuite des chantiers est un thème qui peut paraître en tête d'épingle et pourtant, il est extrêmement vaste. Donc, je vous propose de commencer sans plus attendre. Alors, évidemment, l'esprit juridique qui m'anime m'a conduit à faire un plan. Bien que l'intervention soit courte, puisqu'elle va durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Après, vous poserez vos questions. Un plan très classiquement en deux parties. D'abord sur les conditions de la poursuite des chantiers et ensuite sur les effets de la poursuite des chantiers. Alors, sans plus attendre, je commence par l'introduction. Alors, l'introduction, c'est évidemment le départ. Le départ, alors remettons-nous un peu en arrière, posons nos masques, posons notre gel hydroalcoolique et remettons-nous au 16 mars 2020 quand nous avons appris tous que nous étions confinés. Et que dans la foulée, donc le décret du confinement, c'est le décret du 16 mars 2020, et dans la foulée, il y a une loi qui est intervenue, une loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020, cette loi d'état d'urgence qui a suscité énormément de problèmes, puisque à l'issue de cette loi, on a compris que eh bien, les chantiers devaient s'arrêter. Et c'est à ce moment-là, il y a eu un rappel à l'ordre assez drastique du ministre du Travail, comme vous pouvez le voir sur le slide, qui a dit non, pas du tout, les chantiers doivent se poursuivre. Il s'en est suivi, je dirais, une fronde des organisations interprofessionnelles et syndicales qui a conduit, on va rentrer dans le détail naturellement, qui a conduit à deux grandes masses. La première grande masse de préconisations sont celles qui ont été faites par l'OPP-BTP. Donc, vous avez un guide qui est disponible gratuitement en ligne, qui est un outil très précieux. N'inquiétez pas, on va y revenir, c'est de l'info. Qui est un outil très précieux, non seulement pour reprendre ou poursuivre, parce que j'imagine que la plupart des chantiers ont repris à ce jour, donc pour poursuivre les chantiers. Donc ce guide de l'OPP-BTP qui est encore une fois disponible gratuitement sur Internet, il date du 2 avril, mais il a été mis à jour, faites attention sur la version que vous utilisez, il a été mis à jour le 10 avril, puis le 27 mai 2020. C'est un guide de préconisation. Parallèlement à cela, il y a un autre document qui n'a pas de force contraignante, on y reviendra lui non plus, mais qui est très intéressant à se procurer, qui est également libre et que vous pouvez vous procurer librement. Ce sont les préconisations pour une reprise sécurisée des chantiers qui ont été prises par l'Ordre des architectes et qui datent du 28 avril 2020 et qui disent tout un tas de recommandations, évidemment destinées plutôt aux maîtres d'œuvre, mais qui donne un certain nombre de clés de réponse. Alors, parallèlement à cela, il y a des lois. Les lois qu'il faut se procurer, puisqu'évidemment, aujourd'hui, il y a un maillage extrêmement complexe, il y a une surproduction normative, une profusion de textes, si bien qu'il est très difficile pour les juristes que nous sommes de se retrouver face à la pluralité des questions qui se posent. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à plus de 40 ordonnances qui ont été prises, donc entre le 16 mars et aujourd'hui, ça fait beaucoup, et puis c'est pas fini, puisqu'il y en a d'autres qui sont attendues. Alors déjà, si on essaye de se référer aux lois, il y a la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020. Je sais, je le dis, mais alors j'ai oublié de le dire au départ, vous aurez tous les inscrits auront accès au PowerPoint qui est diffusé, sachant que l'Exbase a agrémenté ce PowerPoint de diverses publications pour le nourrir et de divers liens, donc vous aurez normalement un document qui ne sera pas complet sur tout ce que je dis, mais qui résumera en tout cas, qui reprendra cette présentation, sachant que là, je suis filmée et que ça sera disponible sur YouTube pour ceux qui voudraient revoir ce merveilleux moment que nous passons ensemble. Donc, la deuxième loi, c'est celle qui vient d'être prise, c'est la loi numéro 2020-546 du 11 mai 2020 qui proroge l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet
attention, je le dis maintenant, mais on y reviendra, ne pas confondre état d'urgence sanitaire et période juridiquement protégée. Ça, c'est très important. Parallèlement à cela, vous avez des ordonnances qui ont été prises. Alors, quelles sont celles qui nous concernent et celles dont on va parler plus particulièrement? Eh bien, il y en a deux qui ont été modifiées. C'est l'ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars qui a été modifiée le 15 avril et le 13 mai, et l'ordonnance numéro 2020-304 du 25 mars 2020 qui a été modifiée le 20 mai. Parallèlement à cela, vous avez deux rapports circulaires qui ont été prises par le président de la République. Voilà les textes qui vont servir de base à cette présentation et j'entame sans plus tarder la première partie sur les conditions de la poursuite des chantiers. Alors, là aussi, l'esprit binaire qui m'anime m'a conduit à faire un plan en deux parties. C'est reprises, elles sont d'un côté relatives aux procédures et de l'autre relatives aux intervenants. Alors, sur les procédures de la reprise des chantiers, il y en a de deux ordres. Il y a des procédures que j'ai qualifiées de sanitaires et d'autres procédures que j'ai qualifiées d'administratives. Alors, d'abord, les procédures dites sanitaires, c'est le fameux guide de l'OPP-BTP qui sert de base à la reprise des chantiers. Néanmoins, ce guide n'a aucune valeur contractuelle en lui-même. Il n'a évidemment pas de valeur réglementaire puisque l'OPP-BTP n'est pas un organe légiférant et ni habilité à prendre des ordonnances ou des décrets naturellement. Donc, il n'a aucune valeur réglementaire ni légale. Autrement dit, il doit être contractualisé pour produire ses effets ou à tout le moins, il doit y avoir un accord, on va voir quelle forme va prendre cet accord, entre les divers intervenants pour que les préconisations de ce guide puissent produire un effet contractuel. Ce guide, il est à jour de toutes les dernières recommandations, alors évidemment pris en son ultime version du 27 mai, il est à jour de toutes les réglementations et la dernière, c'est les recommandations du Haut Conseil de la santé publique du 24 avril ainsi que celle du ministère du Travail du 9 mai. Ce guide, s'il n'est pas contractualisé, est-ce qu'il va servir quand même de base pour les juges? La réponse, à mon sens, puisqu'évidemment on manque de jurisprudence à ce jour, est évidemment positive, puisqu'il suffit de lire la première page de ce guide, et je l'ai fait apparaître à l'écran, les entreprises doivent respecter strictement les préconisations ou stopper les travaux. Donc, ça veut dire que ce guide qui donne un certain nombre de préconisations très concrètes, par exemple pour aménager la coactivité, par exemple pour les bureaux, pour nettoyer les ateliers, pour surveiller l'état de santé des intervenants sur le chantier, eh bien, ce guide doit être suivi et d'ailleurs, je peux vous montrer comment ça se présente. Dans ce guide, vous avez des fiches conseils. Vous voyez, vous avez des fiches conseils pour poursuivre et mettre en place les mesures qui s'imposent. Et vous avez même plus que ça, vous avez des espèces de fiches qui permettent de questionner le maître d'ouvrage et ou l'entreprise et ou le client si vous êtes un promoteur ou une entreprise qui travaille pour un maître d'ouvrage. Pour questionner le client, appelons-le comme ça, pour questionner le client sur les conditions, l'état sanitaire qui est chez lui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur la fin de cet état d'urgence. Il a été prolongé jusqu'au 11 juillet et si vous suivez l'actualité du jour, il y aura le 17 juin une réunion du gouvernement pour savoir s'il ne va pas être encore prolongé jusqu'au mois d'octobre. Donc, ça veut dire que non seulement les problématiques qui nous occupent aujourd'hui, évidemment, concernent tous les chantiers qui ont été stoppés et qui doivent reprendre, mais ça concerne aussi les chantiers à venir.
Ça veut dire que ces préconisations du guide de l'OPP-BTP, elles vont aussi servir pour les marchés à venir et elles vont évidemment générer un certain nombre de surcoûts, disons-le tout de suite, et d'allongement de délai pour les marchés à venir, puisque le respect de ces préconisations, évidemment, génère des procédures qui prennent plus de temps et qui peuvent parfois coûter plus cher. Alors, ces procédures, quelles sont-elles? Ça nous fait une bonne transition. Quelles sont les procédures qu'il faut faire pour poursuivre, hein, parce que les procédures à venir vont être réglées dans les marchés de travaux à venir. Donc, ce n'est pas l'objet du thème qui nous occupe aujourd'hui. Ces procédures dans les marchés privés, eh bien, c'est s'entendre sur l'avenir et purger le passé. Alors vous allez me dire, là, on est au pays des bisounours. Oui, c'est sûr, c'est dans le meilleur des mondes comme ça que ça se passe. Voyons déjà dans le meilleur des mondes comment ça peut se passer, c'est-à-dire tout le monde est d'accord pour purger le passé et s'entendre sur l'avenir. Quelle forme ça peut prendre? Eh bien, la forme est libre, hein. On est en marché de travaux privé, donc la forme est totalement libre. L'OP-BTP parle d'un plan de poursuite de l'activité, c'est-à-dire que les intervenants sur le chantier se réunissent et se mettent ensemble pour voir ensemble un plan de continuité, donc il n'y a pas de valeur contractuelle, c'est un plan de poursuite de l'activité qui peut par exemple être acté lors d'une réunion de chantier, par exemple, qui ferait l'objet d'un compte rendu adressé à tout le monde par la maîtrise d'œuvre. Mais l'Ordre des architectes, dans son guide de recommandation, va plus loin et préconise carrément, lui, la rédaction d'un protocole. Alors évidemment, les esprits juridiques en seront plus satisfaits puisque c'est la solution idéale, hein, que tout le monde arrive à protocoler sur le passé, qui doit payer quoi et qu'est-ce qu'on fait des pénalités et qu'est-ce qu'on fait de l'allongement des délais. Et surtout, à l'avenir, qui va payer quoi, comment on rallonge le délai, etc. Donc ça, c'est la version idéale. Et c'est évidemment ce que moi, je recommande. Je sais qu'il y a pas mal de confrères qui sont inscrits à ce webinaire. Mais c'est évidemment ce qu'on essaye de recommander au cabinet à nos clients, c'est d'essayer à tout prix de faire ce protocole parce que sinon, et c'est le risque, et on y reviendra largement, c'est le risque d'avoir une réclamation par entreprise, par chantier, enfin disons-le par intervenant, puisque les maîtres d'œuvre peuvent également former des réclamations. Donc l'objectif, c'est d'essayer de s'entendre dès aujourd'hui sur le passé qui a un espace temporel qui reste relativement réduite, et surtout c'est l'avenir. Alors ça, c'est quand tout se passe bien, c'est-à-dire quand tout le monde est finalement d'accord pour reprendre. Mais il peut s'avérer un certain nombre de situations plus complexes, c'est-à-dire que certains intervenants refusent de reprendre. Alors là, j'aurais tendance à distinguer deux cas de figure. Premier cas de figure, les intervenants, que ce soit, je dis les intervenants au sens large, hein, que ce soit maître d'ouvrage ou intervenant au chantier, mais c'est plus rare que le maître d'ouvrage refuse la reprise. Premier cas de figure, les conditions sanitaires ne sont pas assurées. Là, c'est un cas légitime de refus de reprise de l'activité si l'on en suit le guide de l'OPP-BTP. Donc, ça veut dire que là, il appartient aux différents intervenants et surtout, il a un rôle fondamental dans tout ce processus. N'oublions pas que c'est le maître d'ouvrage qui est garant de la sécurité sur le chantier au premier chef, on y reviendra. Il appartient au maître d'ouvrage de faire en sorte de demander, on va voir comment, à qui il peut demander et comment, de s'assurer que les préconisations du guide de l'OPP-BTP sont bien réunies.